Assise au volant, je recherche la lampe, puisée dans mon âme qui chaque jour décroît. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi est-il devenu ce qu'il est? Je crache chaque soirée quand la porte vient glisser. Je veux me réveiller, voir celui que j'ai aimé. Au matin, espoir, je le crie à mon miroir. Et d'un geste automate, j'installe le maquillage. Restez forte et n'inquiétez personne. Restez vague pour ne pas faire d'histoire. Et si mon cœur craque, mon maquillage coulera, mais mon sourire restera par-delà les mirages. Un cri dans la nuit, violence qui rugit. Un cri dans la nuit, pas un seul bruit. Un cri dans la nuit, violence qui bondit. Un cri dans la nuit. Debout, je pars, ne réponds pas. Attends là-bas, tout devient froid. Personne ne veut voir ce que j'appelle mon combat. Et quand une femme parle, certains doutent de ses phrases. Combien de femmes battues pour la vérité nue? Combien de femmes blessées par la justice aveuglée? Accepter cela, c'est les tenir en otage. Et quand une femme crie, c'est un appel qui lui. Garder les yeux clos, c'est accepter d'être complice de la pire des fautes, c'est d'être passif dans la justice. Elle met du rimel pour cacher ses larmes. Elle met tout son courage dans son panache. Elle met son maquillage et l'espoir qui maintient sa foi en son âme sœur. Elle veut y croire. Restez forte et n'inquiétez personne. Restez vague pour ne pas faire d'histoire. Et si mon cœur craque, mon maquillage coulera, mais mon sourire restera par-delà les mirages. Un cri dans la nuit, violence qui rugit. Un cri dans la nuit, pas un seul bruit. Un cri dans la nuit, violence qui bondit. Un cri dans la nuit. Combien de femmes battues pour qu'on y croit? Combien de femmes battues pour qu'on les voit, pour qu'on s'active et qu'on s'immisce dans les coulisses de la justice pour réagir lorsqu'il y a le cri, ne pas laisser une seule victime. Combien de femmes battues pour qu'on y croit? Combien de femmes battues pour qu'on les voit, pour refuser toute violence et accepter son existence, tendre la main vers l'assistance qui voudra rompre le silence. Ne réponds pas. Chacun mène le combat. Attends là-bas. Personne ne veut le voir. Tout devient froid. Tout le monde pleurera. Je m'appelle Isabelle, ça fait 3 ans que je suis sortie d'une relation d'emprise qui a duré 5 ans. Et cette relation, j'y suis rentrée dedans de façon fusionnelle, intense, hyper rapidement. Et très très vite, j'ai déchanté. Et ça a commencé par des petites choses, des petites remarques, des petites critiques qui font qu'en fait on déplace son curseur de tolérance. Et petit à petit, après ces remarques, ce sont les insultes, pourriture, ordure, vérole, crevure. Et de fil en aiguille, on en vient à des violences matérielles, des violences économiques, des violences sexuelles et la violence physique. Mais celle-là est très rare, donc c'est difficile de pouvoir témoigner, de pouvoir justifier, d'avoir des preuves. Aujourd'hui, je me sens quand même fracassée, en train d'essayer de renaître avec ce passé. Et je fais le constat de tous les dégâts, en fait, au niveau de mon entourage, dans tous les domaines. Familial,
amicale, professionnelle. Mais je tiens à remercier les professionnels qui sont là et qui m'ont aidé déjà à sortir de cette emprise. Et puis je continue à être suivie pour pouvoir me reconstruire, si on peut se reconstruire sur parfois un tas de ruines. Je m'appelle Aline Peugeot, je suis auteure, conférencière et coach en développement personnel. Rien ne bouge, les statistiques le montrent, les nombres de violences conjugales, de féminicides augmentent. Et en fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas que le phénomène est un problème culturel profondément ancré dans la société et que c'est toute la base de notre société actuelle qu'il est à revoir. Il y a par exemple une phrase qui est dite lorsqu'on se marie, vous êtes liés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le cerveau de l'être humain fait des raccourcis et retient la mort, séparation. Donc si une femme veut quitter son mari, le mari a retenu que s'il y a séparation, il y a droit de mort quelque part. Je dis pas n'importe quoi, c'est des neurosciences. Et quelque part, il y a une légitimité qui s'installe dans cette société. On focalise en fait sur la situation en elle-même, c'est-à-dire la violence, les étranglements, tout ce qui est à court terme. Par contre, ce qu'on ne voit pas et ce dont personne ne parle, c'est qu'à long terme, il y a les séquelles physiques qui restent. Je parle toujours basé sur mon expérience et par exemple, j'ai un nerf facial du côté gauche qui est atteint suite aux violences conjugales et je dois régulièrement aller faire des interventions car c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de séquelles physiques qui se voient. Et autant la réparation psychologique ne se voit pas mais ne peut nous rendre sereins, autant l'aspect physique, quand on se voit dans une glace et qu'on remarque, qu'on se remémore toute cette période de notre vie qu'on a réussi à oublier, je veux dire, c'est pas juste. On a aussi le droit d'avoir cette réparation prise en charge par l'État, au lieu de mettre de notre poche pour ceux qui peuvent, ou ne rien faire pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Voilà en gros l'autre regard que je propose sur tout ce qui est servi en application, en solution face à ces violences conjugales et qui malheureusement sont pas toujours vues avec un pas de côté où on voit les choses autrement et que quelquefois on fait plus de mal que de bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée. Donc je m'appelle Lisa, j'ai une bonne cinquantaine d'années. J'ai vécu plus de 20 ans donc avec mon mari, qui est le père de mes 3 enfants. Donc là, j'ai fui de chez moi donc il y a 5 ans de cela. Pour ma part, je n'ai pas vécu, on va dire, de violences physiques. C'était essentiellement des violences psychologiques, morales, enfin voilà, les propos, la manière d'agir qui amène au final à un climat de terreur. Nous, à la fin, on vivait avec les enfants vraiment dans la terreur. Il y a quand même eu des actes de violence sur les enfants, mais on va dire que c'était notre normalité. Je suis restée aussi pour protéger mes enfants, moi, parce que je me disais, si je pars, il m'a dit, tu n'auras jamais les enfants. Et en fait, quand je suis partie, eh bien, je me suis retrouvée toute seule. Parce que les services sociaux sont retirés, le lycée s'est retiré, parce qu'ils m'ont dit, vous avez fait le nécessaire, vous les avez sortis du contexte. Vraiment la sensation d'être abandonnée par tout le monde, quoi. Incomprise. Parce qu'on explique quelque chose qui se vit en fait et du coup ça ne se voit pas, les gens ne le voient pas, en plus il est très serviable avec tout le monde. Je trouve que voilà, il y a un problème de sensibilisation, de formation aux équipes qui nous reçoivent. Après le deuxième problème, c'est la justice. Enfin, pour ma part, tout est revenu classé sans suite, même les paroles des enfants. Et comme il n'a plus d'emprise physique là sur moi, c'est détruire, comme il avait dit aux enfants, mais je détruirai votre mère, quoi. C'est ce qu'il fait aujourd'hui sur le plan financier. Voilà. Après, il y a des associations qui nous aident. Elles connaissent très bien le sujet, mais elles sont pas entendues au niveau de la justice, elles n'ont pas ce pouvoir-là. Voilà. Mais on garde le sourire quand même. Juste dire que dans les violences conjugales, on oublie souvent les enfants et qu'à chaque fois que les parents se disputent devant les enfants, pas très loin, ou des fois c'est la porte elle est fermée, mais ils sont là quand même. Eh bien c'est comme ce sont les enfants qui se prennent les coups en fait, et que les mots que les parents s'envoient entre eux, c'est des coups qui détruisent les enfants.
Ça, j'en ai pas bien loin de chez moi pour dire ça comme ça, enfin, et je le vois, et je trouve ça monstrueux et horrible, parce que les parents n'arrivent pas à arrêter de se violenter, ils empêchent leur enfant de grandir avec des outils pour se défendre dans la vie, des outils au niveau de leurs émotions, des sentiments, et ils leur empêchent de se construire en tant que personne. C'est des enfants qui sont pas du tout solides après, et qui perpétuent ces schémas-là. Et voilà, la violence conjugale, c'est au-delà d'un homme et une femme, ou de deux hommes ou deux femmes, c'est au-delà de deux adultes, et on l'oublie trop souvent. C'est aussi à tous ceux qui les entourent, et je pense aux enfants, mais à leur famille en général. C'est juste ça ce que je voulais dire, ça me touche énormément. Qu'à cause de deux adultes qui ne s'entendent pas, qui se violentent, les autres ne puissent pas grandir comme il faut. C'est juste ça ce que je voulais dire. Et je le témoigne parce que il y en a vraiment, vraiment plein qui souffrent de ça. Et je ne peux pas me taire, quoi. Moi, je suis indienne, je suis née en Inde, j'ai grandi en Inde, j'ai vécu en Inde jusqu'à 2018. En Inde, on dit que s'il te tape, c'est parce qu'il t'aime. Donc la violence, en fait, ça devient une expression de l'amour qui est très problématique en soi, cette idée, je trouve. Parce que c'est là qui commence beaucoup de choses. Quand j'étais petite, je me souviens, si on me demande c'était quand la première fois que mes parents m'ont tapé, je sais pas, j'étais trop petite, je pense. Mais moi j'étais comme j'ai dit, je faisais tout pour être une bonne fille. Mais mes parents m'ont tapé régulièrement jusqu'à que j'avais, je pense, 16, 17, 18 ans, je ne sais plus exactement quelle année c'était. Parce qu'à ce moment, il faut faire attention parce que, bon, c'est bientôt, on va essayer de marier notre fille, donc il ne faut pas faire des marques, quoi. Mais avant ça, peu importe ce que je faisais en fait, les notes à l'école, comportement, les activités autres que l'école, les loisirs, tout. Mais c'était jamais suffisant en fait, ça plaisait jamais à 100% mes parents. Et ils me tapaient. Et pour moi, et ils me disaient aussi qu'on te tape parce qu'on t'aime. Et on te tape parce que on pense que ça va te faire changer ou améliorer, je sais pas. C'était la ressenti que j'avais parce qu'on parlait pas d'amour. Donc aujourd'hui, si quelqu'un me demande, est-ce que tu te souviens que tes parents t'ont dit que ils t'aiment? Non, je me souviens plus. Par contre, je me souviens qu'ils me tapaient. Donc là, je pense il y a un vrai problème. Move forward, break things, break some rules, be who you want to be. Women are not on this planet to please anybody. We don't owe it to anybody. Literally, we don't owe it to anybody. We've lived all our lives feeling like we owe it to somebody. We don't. That's as simple as that. It took me 35 years to get there, but well. Je m'appelle Émilie, donc je vous raconte ce qui m'est arrivé il y a 5 ans. J'ai été victime de violences conjugales et donc j'ai dû partir de mon domicile. Donc j'ai vécu avec un homme pendant 17 ans. Nous avons eu 2 enfants et donc au fil du temps, des années, ça s'est dégradé et il est devenu de plus en plus violent. On voit qu'il n'est pas lui-même en fait. Moi je voyais vraiment des yeux, il avait des yeux globuleux qui sortaient de la tête. Et donc ça fait énormément peur parce qu'on se dit là, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait on cherche automatiquement à se protéger, à voir où est la sortie, à savoir comment faire. Et quand c'est un inconnu ou une personne dans la rue, c'est vrai que c'est un petit peu différent, ça fait peur, on a des traumatismes, mais en fait
quand c'est le conjoint, c'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, le cerveau ne comprend pas. Normalement, cette personne est censée être là pour nous faire évoluer, pour nous accompagner, nous protéger. Et en fait, on trouve devant nous un criminel. Et c'est complètement démesuré. Moi, j'ai vécu une sorte de dissociation. C'est-à-dire que le corps reste devant l'adversaire, mais en fait, pour se protéger, en fait, on est là, mais sans être là. C'est vraiment compliqué. Il y a, je pense, toujours un espoir et des solutions. Je donne vraiment toute ma possibilité pour les enfants, pour qu'ils réussissent leur vie. Je sais que c'est vraiment atroce ce qu'on a vécu, mais je suis persuadée que maintenant c'est terminé et que donc il y aura un bon avenir pour moi et les enfants. J'y crois. J'y crois. J'ai été victime de violences conjugales, j'avais entre 17 et 21, 22 ans. Donc j'étais toute jeune. Mais le comment ça a commencé, c'est là que j'aurais dû, en fait, dire non. J'aurais dû partir en courant. Je m'en souviens bien, c'est un souvenir que j'ai envie de partager parce que je pense que ça peut peut-être aider à comprendre comment ça va commencer les violences conjugales, à quel moment, en fait, on est dedans. Je me souviens pas vraiment le contexte, mais je me souviens qu'on était dans sa chambre et que on parlait d'argent. Il a commencé à s'énerver parce qu'il voulait vivre avec moi. Et j'ai pris une tarte dans la gueule, mais la grosse tarte. J'ai traversé la chambre et je me suis retrouvée de l'autre côté du lit et en train de me demander en fait est-ce que ça s'est vraiment passé? Et c'est toute la phase d'après en fait, où en fait à la fin de cet épisode, c'est moi qui me suis excusée d'avoir dépensé mon argent que j'avais gagné et que je ferai attention pour notre couple quand on vivrait ensemble. C'est-à-dire qu'il y a toute cette phase où en fait il m'a retourné le cerveau pour me faire comprendre que je me souviens à quelque chose près, mais enfin tu te rends compte quand on va vivre ensemble, si tu fais ça, on pourra pas vivre, ça va pas le faire, tu vois. Je suis partie avec les 2-3 vêtements corrects que j'avais, mon ours en peluche et c'est tout quoi. Et comment je me sors aujourd'hui? Merveilleusement bien. Bien. Après des années de thérapie, de travail sur moi. La liberté, je le souhaite à toutes les femmes et toutes les femmes qui vivent cette merde de violence conjugale. J'espère ça pourra donner un petit souffle. Un souffle et qui dira je peux le faire moi aussi.